I want France to be a startup nation. 15 juin 2017, moins d'un mois après son élection, la promesse est posée. Faire de la France un terreau d'entreprises d'avenir. Emmanuel Macron affirme alors sa volonté de transformer le pays en une startup nation. Un territoire où naissent et grandissent des sociétés innovantes, portées par le numérique, l'intelligence artificielle et une ambition mondiale. J'adore les entrepreneurs parce que ce sont des gens qui ne demandent jamais rien. Depuis plusieurs années, le discours politique français met en avant l'innovation, la modernisation économique et l'esprit d'entreprendre. Mais derrière ces promesses se joue une autre réalité, celle des petites entreprises, des artisans indépendants, de ceux qui n'ont ni investisseurs, ni incubateurs, ni levée de fonds. Pour eux, entreprendre ne rime pas avec innovation technologique, mais souvent survie quotidienne. Nous avons donc rencontré Edgar, un entrepreneur qui a accepté de partager son expérience. Pour comprendre ce parcours, nous lui avons demandé comment il présenterait les grandes étapes de son aventure entrepreneuriale, depuis les premières idées jusqu'à l'activité actuelle. Eh bien, mon parcours, tout simplement, j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 16 ans. Et mon entreprise a aujourd'hui 5 ans et elle est toujours relativement prospère et j'espère que ça continuera. Et mon parcours plus personnel, je suis né en Haute-Savoie. J'y ai grandi toute ma vie, j'y ai vécu toute ma vie. Les entrepreneurs sont partout sur le territoire. Selon l'INSEE, en 2021, la France comptait 4,3 millions de micro-entreprises marchandes non agricoles et non financières. Les motivations de ces femmes et de ces hommes qui font tourner le pays sont nombreuses. Certains cherchent simplement à gagner leur vie en créant leur propre activité. D'autres tentent d'échapper à la rigidité du salariat ou de reprendre le contrôle de leur temps. Beaucoup souhaitent développer un savoir-faire, offrir un service de qualité, répondre à un besoin local ou simplement se créer leur place dans un environnement économique incertain. Pour certains, entreprendre est un moyen d'indépendance. Pour d'autres, une réponse directe à l'absence d'opportunités professionnelles. D'autres encore s'engagent par passion pour un métier ou par une envie de proposer un produit qu'ils jugent plus honnête, plus authentique ou plus utile. Ces motivations sont multiples, mais elles reposent souvent sur la même logique. Ne pas attendre que le système ouvre une porte, mais décider de la construire soi-même. Dans le cas d'Edgar, nous avons voulu comprendre ce qui avait déclenché cette décision. Quel moment, quelle idée ou quelle envie l'avait poussé à entreprendre, et plus précisément à se lancer dans la glace artisanale. Je pourrais vous faire des grands discours et tout simplement vous mentir en vous disant que c'était le plaisir de parler aux gens, créer une communauté ou tout simplement peut-être me donner un certain statut. Mais en réalité, c'est tout simplement l'argent. Je ne me voyais pas, quand je commençais à avoir besoin d'argent, à l'âge de 16 ans, je ne me voyais pas commencer à travailler pour quelqu'un pour un SMIC, avoir des horaires fixes et me retrouver tout simplement à devoir suivre les ordres de quelqu'un pour une misère. Donc le premier motif a quand même été l'argent. Nous lui avons aussi demandé quelles ressources avaient été déterminantes au moment de lancer son entreprise. Les moyens financiers, les démarches administratives ou encore l'accompagnement humain. Bien, les ressources, elles n'ont pas été énormes. La première année, j'avais tout fabriqué moi, donc j'ai fabriqué l'emplacement, j'ai fabriqué le stand, j'avais tout fait en fait en interne, j'avais acheté peu de choses, et les choses que j'ai achetées, je les ai achetées sur le bon coin. Ce qui veut dire que, en fin de compte, j'en avais eu, il me semble, pour 400 euros en grand maximum, en coût fixe, en coût matériel, pour lancer l'activité. Donc les ressources ont été très limitées. Au niveau administratif, j'ai fait appel à une comptable, qui m'a vu un peu débarquer comme ça, et elle s'occupait de mes papiers, j'ai dû la payer 60 euros à l'époque, pour qu'elle s'occupe de mes papiers, qu'elle me déclare, etc. Le plus grande limite administrative, ça a été les normes hygiène. En France, vous avez les normes hygiène HACCP. Vous ne pouvez pas avoir d'entreprise alimentaire, ce n'est pas ces normes d'hygiène. Ce qui semble relativement raisonnable comparé à d'autres choses administratives en France, c'est tout simplement pour vous empêcher d'empoisonner quelqu'un. Ce qui semble tout à fait raisonnable en normes administratives. Pour soutenir les entrepreneurs, l'État met en place différents dispositifs. Allègement, accompagnement et aide financière ou administrative. Leur objectif est clair, faciliter la création d'activités, réduire certains obstacles de départ et offrir un cadre plus favorable au développement des petites entreprises. Pourtant, tous les entrepreneurs n'y ont pas recours. Certains choisissent de ne pas utiliser ces dispositifs, estimant qu'ils ne correspondent pas à leurs besoins ou qu'ils compensent imparfaitement la charge fiscale et administrative auxquelles ils doivent faire face. D'autres les ignorent simplement, faute d'informations, de temps ou d'accès aux démarches nécessaires. Si ces aides visent à encourager la croissance et à soutenir l'économie locale, leur utilisation reste donc inégale. Chaque entrepreneur développe finalement ses propres stratégies selon sa situation, sa vision de l'indépendance ou son rapport à l'administration. Nous avons demandé à Edgar quelles aides publiques ou locales il avait pu solliciter et lesquelles s'étaient révélées les plus utiles dans la pratique.
J'en ai sollicité aucune. Je ne considère pas que je suis fonctionnaire de l'État. Je ne considère pas qu'il me doit de l'argent, même s'il m'en prend beaucoup. Je trouve que les mesures d'aide, c'est tout simplement, entre guillemets, pour s'excuser de prendre autant aux gens. Mais est-ce que ça a une grande utilité si j'en avais une? Non. Est-ce que les gens qui le prennent, ça a une grande utilité pour eux? Non, puisque finalement, ça les rend tout simplement dépendants d'un système qui les taxe beaucoup. Pour moi, la seule solution qui me semblerait envisageable, c'est de baisser toute l'imposition et toutes les taxes sur les salaires et sur les entreprises. L'entrepreneuriat reste un environnement exigeant et souvent éprouvant. Pour beaucoup, il implique de faire face à des pressions constantes, personnelles comme professionnelles, avec des conséquences parfois directes sur la vie privée. Pourtant, ces sacrifices prennent une autre dimension lorsqu'on observe l'impact économique global de ces structures. Selon l'INSEE, les micro-entreprises ont généré 477 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France en 2020. Ces entreprises ne sont donc pas seulement des initiatives individuelles, elles constituent un maillon essentiel de l'économie française. Nous avons demandé à Edgar quels étaient les principaux défis auxquels il doit faire face chaque jour. Le temps. Dans mon entreprise, dans une journée normale, j'ai à peu près, disons, sur 8 heures. J'en fais souvent plus, sur 8 heures. J'ai 2 heures d'administratif, 4 heures de production, 2 heures de vente, 3 heures de vente, 4 heures de vente, en fonction du jour. Ce qui m'embête le plus, c'est simplement l'administratif, parce que l'administratif n'est pas productif, l'administratif ne me rapporte pas d'argent. Et il me prend beaucoup de temps pour rien. C'est-à-dire que si j'avais à faire mon taux horaire, il me fait perdre des fortunes chaque année. L'État affiche pourtant un discours très entrepreneurial et encourage la France à devenir une Startup Nation. Mais dans les faits, certaines décisions soulèvent des interrogations. Sur le terrain des micro-entrepreneurs, par exemple, le projet du gouvernement en 2025 de baisser le seuil de franchise de la TVA aurait soumis des centaines de milliers de petites entreprises à la TVA. Une mesure qui aurait alourdi leurs coûts et remis en question la simplicité du régime. Face à cette vision politique de l'entrepreneuriat, nous avons demandé à Edgar s'il avait le sentiment d'être réellement inclus dans cette idée de Startup Nation, ou au contraire, d'en rester à la marge. Eh bien, je sais pas si sa vision, c'est d'augmenter les impôts, les taxes et empêcher d'investir, les entreprises de réinvestir dans leurs affaires en leur prenant toujours plus. Je ne me sens pas tout à fait concerné. De toute façon, Emmanuel Macron a un taux de popularité qui s'élève à environ 11%. Donc, si vous voulez, je n'écoute même plus cet homme. Il n'a aucun impact sur ma vie. Il a surtout des impacts sur mes clients. Il y a 5 ans, acheter une glace à 3 euros, tout le monde pouvait se le permettre. Aujourd'hui, même ça, même un simple plaisir, une glace c'est un simple plaisir, tout le monde aime la glace, c'est quelque chose qui coûte pas cher, c'est relatif à l'été, à la détente, etc. Eh bien aujourd'hui, il y a des gens qui réfléchissent à acheter une glace à 3 euros et qui achètent finalement une glace comme ils achèteraient une maison pour seulement 3 euros. Donc le plus grand impact qu'a eu la Startup Nation de Macron, de mon point de vue, c'est que si une Startup Nation c'est taxer encore plus les gens, je ne suis pas sûr que ça marche. Et secondo, je pense qu'une Startup Nation qui abandonne son peuple n'a pas vraiment d'avenir. Nous lui avons également demandé comment il percevait aujourd'hui la charge fiscale qui pèse sur son activité. Est-elle supportable ou trop lourde pour une petite entreprise comme la sienne? Bien, elle est supportable parce qu'une entreprise, quand même, si elle n'est pas rentable, même avec les taxes qu'on a en France, qui ont le plus gros taux d'imposition et de taxes, c'est qu'elle sera viable nulle part, très concrètement. On ne peut pas dire qu'une entreprise en France ne peut pas survivre, je pense que c'est faux. Une entreprise qui a un bon business model et qui a une bonne façon de faire survivra toujours. Après, c'est sûr que autant se donner, moi dans mon cas, j'arrive à me sortir un très bon salaire, mais autant se donner, il y a beaucoup de personnes qui se donnent énormément à leur entreprise, qui donnent énormément de temps, qui mettent tout en jeu dans leur entreprise et qui finalement n'en tirent pas plus de bénéfices que s'ils étaient employés. Et je pense que le cœur du problème est là. Aujourd'hui, est-ce que le risque est rémunérateur quand vous êtes entrepreneur? Je ne suis pas sûr. Pour moi, ça l'est. Mon entreprise a des très bonnes marges, donc je peux très bien payer. Mais il y a beaucoup de gens, c'est pas le cas. Selon plusieurs analyses publiées en 2024, une part importante des micro-entreprises cesse son activité dans les 3 à 5 ans. Cette réalité pose une question simple. Le système actuel permet-il réellement à ces entreprises de se développer sur le long terme? Nous avons demandé à Edgar si les contrôles fiscaux ou certaines démarches administratives liées aux impôts lui avaient déjà causé du stress, des retards ou des complications. S'il lui était déjà arrivé de renoncer à un investissement. Investissement, non, puisque comme j'ai dit, j'ai de très bonnes marges, donc j'ai un très bon taux de réinvestissement chaque année. Par contre, sur l'embauche, oui.
Parce qu'in fine, il me faudrait environ 2 employés à plein temps pour pouvoir faire augmenter l'activité de mon affaire et augmenter mon chiffre d'affaires et en fait augmenter mes ventes. Parce qu'aujourd'hui, le temps, c'est mon principal ennemi dans mon entreprise. Le plus difficile pour moi, c'est l'embauche. C'est-à-dire que si je veux prendre 2 employés, ils gagneraient mieux leur vie que moi à la fin. Et en plus de ça, je pourrais pas forcément bien les payer, c'est-à-dire que je pourrais les payer uniquement au SMIC. C'est mon plus grand blocage, c'est là que ça me bloque. S'il n'y avait pas autant de charges sociales sur les salaires, je pourrais mieux payer mes employés, je pourrais mieux me payer et je pourrais leur permettre de travailler moins. Enfin, nous lui avons posé une question plus directe. S'il pouvait modifier une seule règle administrative ayant un impact sur son activité, laquelle choisirait-il et pour quelle raison? Oui, c'est évident. Si vous voulez, déjà, à partir du moment où on arrive à un SMIC, toutes les augmentations de salaire ne doivent pas être taxées en dessous de 500 euros. C'est-à-dire, si on passe du SMIC à environ 1400 euros de 1400 euros à donc 2000 euros environ, il faudrait qu'on n'ait pas d'augmentation de charges sociales. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous augmentez de 100 euros, vous augmentez les charges sociales de 170. C'est à peu près ça, c'est à peu près 50% de ce que vous coûte d'employé, c'est des charges sociales. Pour terminer, nous lui avons demandé quel conseil il donnerait aujourd'hui à un jeune qui souhaite se lancer dans un projet indépendant en 2025, notamment dans un secteur artisanal. Euh, sur la point de vue uniquement de l'entreprise et du produit, je pense que les gens ont marre qu'on se moque d'eux. Tout aussi simplement que ça, si vous voulez, ce qui m'avait aussi, au-delà de l'argent, hein, ce qui m'avait poussé à monter mon entreprise telle qu'elle est, c'est que j'en avais marre d'aller au restaurant et me faire prendre pour un imbécile. C'est-à-dire qu'au restaurant, on me vendait des produits métro, on me vendait des plats réchauffés, un service, des serveurs qui est absolument pitoyable, on me tutoie quand je suis au restaurant, je suis client, je suis pas votre ami. Et ça m'énervait énormément. Donc je pense que les gens veulent revenir à un service plus traditionnel, qu'on leur vende des vrais produits, qu'on leur vende pas des choses qui ont été faites ailleurs. Ça, c'est au niveau de l'artisanal. Après, s'ils veulent se lancer, rien ne l'empêche. Mais ce que je dis, c'est est-ce qu'en France, en étant entrepreneur, on est mieux payé qu'en étant salarié? Je ne suis pas sûr. Jacquet, merci beaucoup. L'État promet une Startup Nation, un territoire où innovation et initiative seraient récompensées. Mais sur le terrain, la réalité semble parfois différente. Les micro-entrepreneurs, ceux qui font battre le cœur économique de la France, se heurtent à des règles complexes, à des normes nombreuses et à des décisions qui fragilisent les projets dès leur naissance. Chaque réforme, chaque seuil modifié et chaque nouvelle taxe peut devenir un obstacle supplémentaire, parfois même une menace pour leur survie. Dans ce face-à-face discret entre l'énergie des individus et la machine administrative, une tension apparaît. Des hommes et des femmes inventent, créent et produisent, mais se retrouvent parfois pris au piège dans un système censé les soutenir. L'entrepreneuriat face à l'État met en lumière ce paradoxe. Une nation qui se présente comme une terre d'initiative, mais dont certains piliers économiques restent fragilisés par le poids de ses institutions. Pourquoi la France semble-t-elle parfois abandonner ceux qui la font vivre au quotidien? Que reste-t-il de cette promesse?